À la Polyvalente Hyacinthe-Delorme, une autre option se démarque, c'est l'option plein air. Et pour nous en parler, nous allons le rencontrer, l'initiateur, M. Stéphane Charon. Stéphane, bien, merci d'être avec nous. Puis, ça me fait plaisir. Si on parlait là, de l'option ED, as-tu participé à ça, toi, Oui. avec Claude Trudel? L'option ED, moi, j'ai fait partie de l'option ED en 84-85 avec Claude. C'était la première fois que Claude avait un groupe mixte en option ED. C'était de quoi de spécial. Et Claude nous faisait vivre des choses vraiment extraordinaires. Juste donner un exemple, à apprendre à être une personne qui se tient droit, qui est fier de tout ce qu'il fait dans la polyvalente. Sincèrement, puis on était des modèles à l'époque. Claude nous donnait cette image-là. Nous donnait cette mission-là oui, de représenter, de représentatif partout. Oui, d'être des modèles, puis il disait que le jour que tu portais un chandail de l'option ED ou un tracksuit, tu devais être fier et de le démontrer à toute la population de la poly. OK. Puis ça a été dur pour toi? Au début, oui puis non. Mais on voulait tellement pas décevoir Claude OK. que, tu sais, on était devenus comme des disciples. Très sérieux. Très sérieux. C'était votre apôtre. Oui, c'est en plein ça. Oui. Et puis je parle à des anciens que j'ai eus, qu'on était ensemble dans le même groupe, là. On pense toutes la même chose encore. OK. On était vraiment... T'as vraiment adulé par oui, son... oui, fier de son option, puis il nous le démontrait, puis nous, on ne voulait pas le décevoir de ça. Mais toi, par la suite, toi, t'es devenu secrétaire physique, Oui. t'es arrivé ici, puis là, t'es arrivé avec un projet, moi, je pense que je n'étais même plus ici à ce moment-là, mais t'es arrivé avec un projet là, qui s'appelait le plein air. Oui, et moi, quand je suis arrivé... Oui, c'est ça, toute cette histoire-là. Quand je suis arrivé ici, j'ai enseigné l'option éduc en secondaire 4 et j'avais le groupe de 5 filles. Sauf que moi, j'ai toujours un peu... toujours été allumé par le plein air. Puis, j'ai vu, comme je te dis de Claude tantôt, je voulais laisser ma marque à la polyvalente. Je voulais laisser des traces et j'ai proposé l'option plein air. L'option plein air qui consiste à avoir des cours à l'extérieur 10 mois par année. Il n'y a pas un cours qui se donne à la polyvalente. Chaque fois que j'ai un cours de plein air, ça se passe à l'extérieur de la polyvalente. Puis, quand je suis arrivé, je lui ai dit je propose ça. Ça n'a pas été accepté le premier coup, ça n'a pas été accepté le deuxième coup. Puis, à un moment donné, Gilles Charret a décidé j'accepte. Fouille-moi pourquoi. Mais tu revenais à chaque année oui, avec un nouveau projet? chaque année avec mon projet, je disais à Gilles, je suis même revenu avec 70 signatures d'élèves qui seraient intéressés à venir avec moi. À un moment donné, il dit j'accepte. Fait qu'il dit, tu as besoin de combien de budget? J'ai dit tant, puis let's go, c'est parti. Fait que je suis parti avec ça, puis présentement, on est rendu 4 enseignants en plein air. Je vais à Cuba chaque année avec les élèves, sauf au moment de COVID. Je suis allé au Pérou en 2011, 16 jours avec des élèves de plein air. En quelle année ça a 2011. commencé? Ça a commencé en 2004. 2004-2005. Donc, ça fait déjà 19e année? Oui, 19e année, officiellement. Okay. Mais tu as de la relève comme ça? J'ai de la relève. Tu as 3 autres profs qui sont des éducateurs physiques? C'est ça, qui sont des éducateurs physiques, qui partagent leurs tâches en éducation physique et en plein air. Il y en a qui veulent prendre la relève quand je vais quitter. C'est sûr que ça s'en vient un jour. On passe tout par là. Exactement. Fait que, ils veulent prendre la relève. Puis ça me fait plaisir qu'il y ait des gens qui veulent continuer ça parce que je suis un peu... quand on laisse notre trace, on veut que ça continue, on veut que les gens continuent. C'est mon bébé, là, puis je veux qu'il le fasse progresser encore. Est-ce que tu as conscience qu'il y a des gens qui pourraient aller dans d'autres écoles, mais ils veulent venir ici absolument parce qu'ils veulent être en plein air? En 2022, oui. En 2022, non, mais depuis un petit bout, oui, parce que je reçois, oui, c'est ça, puis je reçois des élèves, le 3e de famille, le 4e de famille. Et là, je commence, comme je te dis, 19 ans, je reçois des élèves que j'ai eu leur mère ou leur père. En éducation physique, mais là, ils veulent s'en venir en plein air. C'est sûr que oui, je suis conscient que là, il y a des élèves qui font des pieds et des mains pour s'en venir en plein air. Puis le cours de plein air, là, habituellement, un cours d'éducation physique, c'est 2 fois par 9 jours. Oui. C'est ça? C'est ça. Et toi? Moi, c'est 4 fois.
4 fois. C'est donc un double. Un double, c'est toujours des blocs. Fait que C'est des blocs de 2 tout le temps? Toujours des blocs de 2. Fait que soit une avant-midi complète ou une après-midi complète de plein air. L'étudiant a une fois par semaine à peu près. C'est ça, une demi-journée de plein air, une fois par semaine. Et j'ai des élèves, c'est ça, j'ai des élèves qui me disent « ça nous fait tellement du bien de penser à rien ». Tu sais, en plein air, tu penses à rien. Tu sais, c'est comme tu profites, puis il n'y a aucune compétition. Dans un monde, présentement, que la compétition est extrêmement forte, en plein air, il n'y en a pas. C'est toutes des choses, si on part en raquette, moi puis toi, il n'y a pas de compétition. Mais qui a pensé, qui a bâti tout ce programme-là? Y avait-il un programme provincial? Ça existe-tu ailleurs? J'ai assisté à une conférence à un moment donné. Il y avait 4 enseignants qui faisaient du plein air, mais c'était tous des volets plein air en adaptation scolaire. Je dis pourquoi pas emmener ça au régulier? Fait que puis présentement, en 2019, il y avait un congrès de profs de plein air. Au début, on était 15 au Québec. Présentement, on est 200 quelques profs de plein air. Ah ouais? Oui, un peu partout au Québec. Mais quand tu as commencé, il y en avait combien? On était 4-5. 4-5. Ouais. Quand tu as emmené ton projet, là, ça existait peut-être dans une autre école? À Polybel, mais c'était complètement différent de ce que moi, je voulais l'avoir. Eux autres, c'est du plein air, exemple triathlon, avec la compétition. Moi, j'en voulais pas de compétition. J'ai complètement retiré le volet compétition. OK. Fait que c'était ça mon but. Moi, ce que je trouve important, c'est que tu offres ce volet-là ici, surtout que les sports-études, on les a accordés à FADET. Oui, c'est ça. Fait que ici, c'est un volet bien particulier, qui a une couleur bien particulière. C'est ça. Ça l'a donné une couleur, ça l'a donné... et il ne faut pas se le cacher, présentement, on a des problèmes de plateau. Et moi, je touche à aucun plateau. Vu que je suis toujours à l'extérieur, des problèmes de gymnase. Fait que le plein air ne touche absolument à aucun plateau. Puis il y a 400 élèves qui sont en plein air. Fait que c'est pour l'école. Puis tes endroits de prédilection, c'est aux Salines, Salines, Mont-Saint-Hilaire, Mont-Saint-Bruno, Camping La Liberté, mes cours de canot, mes cours de kayak. Ça tourne dans les alentours de ça. On va au parc de la Yamaska à Grimby aussi. Fait que ça veut dire que ça prend des autobus, puis tout ça. C'est les jeunes qui sont dans l'option, ils doivent débourser un montant au début de l'année? Oui, ils déboursent un montant d'inscription à 175 $. Ça couvre les frais d'autobus, les frais d'entrée. Pour l'année, tout ça. Pour l'année. Je te remercie pour ce que tu fais pour les jeunes et tout ça. Puis je te remercie surtout de vouloir participer à notre projet de faire connaître dans une émission le 50e anniversaire de PhD, parce que tu sais, comme toi, PhD, je l'ai à cœur. Oui. Et quand on a passé à PhD, je pense que... Oui, c'est ça. On est marqué au fer rouge. Hein? On l'est tatoué. Oui, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici, mais on est marqué à vie. Ouais. Et tu ne peux pas sortir d'ici sans avoir une histoire à l'intérieur de ton cœur et de ta tête qui reste marquée. Ben, c'est beau. Je te remercie. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Comme vous pouvez le constater, les arts visuels ne sont pas en reste à la polyvalente Hyacinthe-Delorme. Nous allons aller rencontrer Mme Mylène Côté pour nous en parler. Bonjour Mylène, merci d'accepter de nous rencontrer dans le cadre du 50e anniversaire de PhD. Ça fait plaisir. Puis on a le plaisir je sais que tu étais une étudiante ici. J'ai fini en 91. En 91? Oui, j'étais finissante en 91. Donc, t'aimais assez ça pour revenir ici? J'ai aimé assez ça pour revenir ici. OK. Oui. Puis toi, tu es dans le domaine des arts. Moi, ça m'intimide toujours, le domaine des arts, parce que je me connais depuis longtemps, tu sais. Puis moi, je suis un économiste qui enseigne l'histoire, tu sais, et l'économie, et qui fait du sport, là, qui a fait jouer tous les jeunes quand ils pouvaient. Mais les arts, là, c'est quelque chose qui m'attire au bout, mais j'ai aucun talent artistique. Puis j'aime ça voir une école bien décorée, tout ça. Puis c'est grâce à des gens comme toi. Peux-tu me parler un peu de la décoration, ce que vous faites? Bien, ce qu'on fait, c'est au fil des ans, c'est sûr que quand on rentre à la PhD, on voit beaucoup de murales. Comme étudiante, j'ai vu tranquillement des murales s'installer un peu partout. Je me souviens,
ma période d'adolescente, là, dans les cages d'escalier, il y avait des gros cercles installés avec des murales. Et tranquillement, au fil des années, ça s'est installé sur les murs. Et c'est quelque chose qu'on a continué avec les élèves. Cette année, même, j'avais une activité de murale où les élèves s'inscrivaient et tranquillement, on remplit l'école. Il y a aussi, comme tu as pu voir, les personnages qu'on retrouve partout près des plafonds. Ce sont tous des anciens élèves qui étaient dans des arts plastiques. Puis pour créer un sentiment d'appartenance, on a demandé à l'élève de se peindre et on a décidé de remplir l'école de tous ces élèves-là. Fait que ça représente à peu près, aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années, puis ça représente à peu près 500 élèves pour le moment, là, qui ont été en art puis qui ont voulu peindre. Okay. Mais tout ça, ça se passe dans le parascolaire ou non, ça se fait à l'intérieur? Il y a les deux. Les murales, il y en a eu en classe. Les murales, il y en a eu en parascolaire. Les visages, c'est en classe. Ça, c'était dans le cours. Ça, on l'a fait en art et multimédia. Ça aurait pu être fait en art plastique aussi. Tout est arrivé ici en quelle année? Je suis arrivée ici en 89, secondaire 3. Comme étudiante. Puis comme enseignante? Ah, comme enseignante, 2002. 2002, ça fait 20 ans. Là, donc, ça cette fait 20 année. ans. Sur les 50 ans, tu représentes les 20 ans. Tu peux nous parler des 20, mais comme tu as été là dans les années 80, tu fais que tu couvres à peu près 35 ans de nos 50 ans. Qui étaient le personnel en arts plastiques? Bien, moi, je me souviens des enseignants que j'ai eus. Ginette Brodeur. Oui, je me souviens. Yvon Lajoie. On a eu aussi, quand on a fêté les 35e, M. Breton était là, Madeleine Saint-Jean, Daniel Gamache. Quand tu mentionnes M. Breton, pour nos téléspectateurs, M. Breton est décédé il y a quelques années. Et je ne sais pas s'il avait 100 ans ou 99, je crois. 99 et son fils était le recteur de l'Université de Montréal. Est-ce que tu penses que l'art plastique, c'est très, très, très important? Bien, l'art plastique, au départ, est très important pour nous. Je pense qu'on a un beau département et les arts plastiques ont pris, à mon avis, beaucoup, beaucoup de place, de plus en plus, en tout cas. En ce moment, on essaie de le sortir de l'école, on essaie de le voir, je ne sais pas si vous l'avez vu, à l'extérieur, on a un gros container qui a été peint, dans le fond. À l'entrée 2, tous les bancs ont été peints, on a mis des tableaux d'affichage. Je pense qu'on a un volet depuis plusieurs années, là, puis je pense que les arts prennent de plus en plus de place dans notre école. Vous n'êtes pas marginalisé du tout, là. Vous êtes à l'avant-plan. Je pense qu'on est assez à l'avant-plan. De plus en plus. Bien, je pense qu'on prend notre place et aussi, on aime à l'école de plus en plus faire venir des artistes pour que les jeunes connaissent des artistes de la région aussi. Il y en a de la région, puis il y en a de la région plus de Montréal peut-être, mais découvrent les arts à travers le métier d'artiste aussi. C'est un peu ce qu'on a vu avec les containers, avec les bancs. On l'a vu avec les sculptures de Claude Millette. Claude Millette était venu. Es-tu un ancien étudiant, Claude Millette, ici? Je ne sais pas si c'est un ancien étudiant. Je sais que c'est un sculpteur de la région, mais je ne sais pas si c'est un ancien étudiant, par exemple. Mais il était venu donner des ateliers. Fait qu'on essaie de plus en plus de sortir les arts de la classe parce qu'on veut que ça soit vu. C'est beau, les arts, tu l'as dit tantôt au début. Beau, c'est beau, on aime apprécier, mais on essaie de le sortir là, pour que ça soit vu à travers Moi, j'adore, mais moi, j'ai aucun talent pour faire une œuvre d'art. Je le sais. Mais les gens vont dire, ah, la polyvalente, là, il y a beaucoup de béton. Bien, on en couvre beaucoup, on en couvre de plus en plus avec, je le disais, avec les visages qu'on a mis partout des élèves. Il y a à peu près 500 élèves. Depuis 10 ans, on les a pas enlevés. Moi, je les ai jamais enlevés. Des fois, les élèves me disaient, pourquoi tu les enlèves pas les autres? Bien, c'est parce qu'il y a encore de la place. Puis une fois, je les avais nettoyés. Et chaque élève, c'est un souvenir aussi. C'est quelqu'un qui a été à la PhD et on va les laisser tant qu'on va pouvoir et tant que ça va fonctionner. Mais on le fait chaque année. Puis, Et pour le futur, comment tu entrevois le futur? Ah, le Parce futur, que là, vous avez votre option. On a l'option, là. Le futur, je ne sais pas si c'est tout mon département, mais moi, j'aime qu'on soit vu, j'aime qu'on voit ce qu'on fait. Et l'extérieur, moi, j'aimerais qu'on fasse le tour. J'aimerais qu'on fasse le tour, qu'on ait un mur où les jeunes peuvent venir créer. C'est plein de beaux projets. Le sentiment d'avoir allumé quelque chose. Ben oui.
d'allumer. Et de le découvrir par après. Et au fil des ans, des fois, on reçoit un petit courriel. Ton travail était apprécié. On se souvient de la PhD pour les arts qu'on a fait à la PhD. Je me souviens d'un jeune qui aimait beaucoup les vidéos d'horreur. La vidéo d'horreur, lui, il voulait faire des films d'horreur, il voulait être réalisateur. Aujourd'hui, il travaille pour La Voix. L'émission La Voix, là, puis il m'avait écrit « Merci de m'avoir encouragé au secondaire avec mes vidéos. » Il dit « Je ne suis pas réalisateur, mais je suis dans le domaine complètement. » C'est une très belle récompense pour un enseignant. Ah, c'est des très belles récompenses, et ça... On s'en souvient toujours. Tu sais, fait que des fois, on ne les voit pas, ces élèves-là, mais ils vont nous marquer sur le parcours. Tu sais, sur les 20 ans, il y en a eu chaque année où ils vont... Parce que vous êtes... j'ai déjà été directeur d'école, tu sais, puis je disais à mes professeurs, vous êtes des modèles. Parce que souvent, il y a des jeunes, c'est des familles éclatées, tout ça, puis ce sont les profs qui sont là, qui sont leurs modèles. Et vous l'êtes vraiment, puis ils te le signifient. Bien, tant mieux, tant mieux. C'est ça, il ne faut pas oublier, quand on est devant la classe, on doit essayer d'être bien, puis représentatif, c'est important. On veut que les jeunes soient bien, on veut qu'ils soient bien, puis dans les arts, bien, ils ont la chance de s'exprimer aussi. Ils ont la chance d'avoir un peu de liberté, de se sentir libre de faire, de produire et d'extérioriser leurs émotions. Fait que pour moi, les arts, c'est pas mal. OK, bien, je te remercie là-dessus. On va terminer parce qu'on a une émission chargée déjà. Oui? Mais c'est toujours un plaisir de te ça me fait plaisir, André. de te rencontrer. Puis je te souhaite une bonne fin d'année. Merci beaucoup, André. OK, au plaisir. À la PhD, il n'y a pas que les arts visuels, il y a aussi les arts auditifs. Pour nous en parler, nous allons rencontrer M. Yvon Plourde, M. Bruno Laplante et M. André Mercier. Bonjour, Yvon. Bonjour, M. Bourgeois. Merci de venir nous parler de cette émission qui est élaborée pour nous parler du 50e anniversaire de la Polyvalente. Tu étais presque là au début. J'étais au début. Tu étais la première année, je pensais que tu étais après la deuxième, mais tu étais là au début. Non, j'étais là à la première. OK. Mais aujourd'hui, on ne t'a pas famé, tu étais un professeur de français. Moi, je t'ai connu comme professeur de français. Tu étais mon prof à Casavant, mon enseignant. Mais comme tu m'as enseigné à l'époque, l'affaire que je me souviens le plus que tu m'as enseigné, pendant un mois de temps, tu m'as parlé de la chanson de Roland. Ouais. Donc, tu étais dans la chanson. Bien là, je vais t'emmener dans les arts. Parce que ici à l'école, c'est toi qui as mené le band de musique, etc., qui était là qui réunissait les profs, mais que les élèves pouvaient assister à chaque année. Ça créait une ambiance particulière. Peux-tu nous parler des débuts? Le band de la musique, c'est pas tout à fait exact, parce qu'il y avait quand même une solide équipe là, qui s'occupait de la musique au cours de musique. Au cours de musique, avec M. Jean, André Mercier, ces gens-là ont travaillé très fort à cette époque-là. Moi, c'était plus le côté la musique populaire. C'était ça. Je me souviens, tu avais été musicien au Petit Canot. Oui, chez Bazinet, dans le temps que ça existait. Chez Bazinet aussi, oui. Oui. Bien, j'ai commencé, j'avais 15 ans. Mon père était musicien. Fait que, avec mon cousin, j'avais appris à jouer de la guitare et tout ça. Fait que, je faisais des mariages avec mon père. Puis j'allais jouer dans des clubs où j'avais pas le droit d'entrer, même, parce que j'étais encore dans le temps que c'était 21 ans pour tout ça. Okay. Fait que la musique a toujours été là. Jusqu'en 77, j'étais musicien actif. Mais après ça, la musique, c'est plus déplacé au niveau et de l'enseignement et du parascolaire. En enseignement, j'ai presque toujours utilisé ma guitare en classe. OK. Surtout, je dirais, les 15 dernières années, j'accueillais mes élèves avec la guitare et on faisait un concours de chansons québécoises. Ça permettait de connaître les élèves, etc. Alors, on partait tout de suite avec l'idée qu'on fait du français, mais on fait des arts, on fait de la musique. On peut éclater ce qu'on connaît, ce qu'on sait, ce qu'on veut
exprimer. En fait, l'affaire a commencé sans but, presque accidentellement, dans le sens que on voulait comme récompenser les élèves et faire, mettons, un avant-midi d'activité. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme activité? Bien, il y en a qui allaient faire du ski 7 heures dans l'année. Il y en a qui allaient jouer au hockey. Il y allait... au cinéma. Au cinéma, je me souviens. Et il y en avait qui avaient du talent. Que par accident, on les avait réunis, puis on faisait un mini-spectacle qui n'était pas structuré. Il n'y avait pas de répétition vraiment. On faisait ça à la salle. Okay, mais dans ton j'avais l'aide de Monique Gagné au début quand on a commencé. Okay, là, ouais. okay. Mais dans ton groupe, il y avait des musiciens enseignants et des musiciens élèves. Il y avait un peu... quand c'était les activités, c'était plus des musiciens élèves. Musiciens élèves. Oui, et les 25 ans que le PhD a duré, autant que possible, j'essayais tout le temps qu'il n'y ait pas de musiciens profs ou du personnel. Vraiment pour que les élèves se trouvent entre eux. Tu veux un claviériste, ça vous tente d'avoir un bassiste. Regardez vos amis, les gênés. Tu voulais donner une chance aux jeunes de se réaliser absolument. Ça. Alors, c'était assez exceptionnel que... personnellement, j'ai joué de la basse une année, je me souviens, parce qu'on n'avait pas réussi à en trouver. J'ai eu l'aide à un moment donné, Jean-François Dalpé a commencé comme ça. Beaucoup de gens qui sont devenus musiciens ont participé. Jean-François Dalpé, il est devenu un professeur ou un enseignant de français ici. Et quand j'ai pris il était un élève ici. C'est ça. Et quand j'ai pris ma retraite, je pense qu'il a continué 2 ou 3 ans à garder la formule avant que ça change. Je me souviens que j'ai eu Maxime Lalanne une année, Jean-François Lemieux, qui a travaillé beaucoup avec Daniel Bélanger. Oui, Jean-François Lemieux, il est connu sur la scène. C'est un musicien là, qui est très aguerri. Au niveau du Québec, il est connu. Là, il a accompagné des grands artistes. C'est ça. Je me souviens de... Bien là, c'est parce que je me mets à faire des noms, je vais en oublier. Puis il y en a tellement qui ont passé. Je pense à Charlie Pop. Charlie Pop, oui. Julie Goupil, qui chante à l'Opéra de Montréal. C'était l'occasion pour ces gens-là d'abandonner l'école un peu. Et l'esprit que ça créait, c'était un événement annuel, si on peut dire, qui commençait à peu près en novembre. On commençait à en parler, à le monter. Là, les gens, on y va-tu, on y va-tu. Il y avait une longue session d'audition. Ça, c'est le bout que j'aimais pas tellement parce qu'on était obligé de dire à des gens, ben là, je veux pas dépasser 2 heures. Puis, bon, disons qu'il arrivait à 2h17, des choses comme ça. Mais c'est ceux qui avaient énormément de talent. Et puis, j'ai eu le bonheur de venir juste avant la pandémie. J'ai été juge au dernier PhD en spectacle ici. Et le talent, c'était extraordinaire. Mais avec les années, ça s'est encore amélioré. Alors, ça donnait tout le temps des spectacles d'un haut niveau. Et je venais rejoindre des fois des élèves qui n'étaient pas forcément à l'aise à l'école. Mais là, pendant l'espace de 6 semaines, 8 semaines, ils se sentaient importants dans l'école parce qu'ils préparaient un spectacle. Ils étaient avec leurs amis. Et le principe, c'était, si t'es pas à l'école, t'es pas dans le spectacle. T'as beau te préparer, si tu te fais mettre dehors de l'école, tu ne viendras pas faire ton numéro. T'sais. Donc, tu peux voir qu'à travers la motivation que la musique amenait, ça permettait à des élèves de rester, de ne pas décrocher. Donc, c'est comme si ça avait été l'occasion de réfléchir un peu, ça l'avait remis sur la voie. Tu demeurais, même si tu étais dans les activités parascolaires, tu demeurais pédagogue à travers ça. Puis, est-ce que tu l'as toujours fait par plaisir ou bien par des fois, t'en venais à te dire, ben j'ai comme pas le choix, il faut que je le fasse. Les gens en ont besoin. Bien, ça, c'est comme la carrière d'enseignant. Tu me demanderais comment ça a été la carrière d'enseignant. Moi, je te dirais, c'est une vie extraordinaire d'enseignant. Mais au jour le jour, il y a des moments où je prendrai ma retraite. Mais au bout de la ligne, qu'est-ce qui nous reste? C'est les bons moments. On dirait que les mauvais, ils ont tendance à s'émousser un peu. Alors, dans ce domaine-là aussi, c'était la même chose.
OK. Puis, est-ce que tu demeures... ton passage à PhD, comment tu pourrais me le résumer dans l'ensemble? C'est du bonheur? Oui, c'est Du bonheur avec les élèves, avec les autres enseignants? Avec les élèves. Bien, il y a une période où on a eu à s'adapter. Et je te dirais que, enfin, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Je pense que le fait de faire de la musique dans l'école, ça m'a aussi permis d'avoir le respect d'élèves qui avaient tendance à... Moi, je dirais ça les élèves un peu méprisants. Un peu marginaux, méprisants. Mais là, je pense que ma réputation s'était faite que, bon, j'étais un prof de français et je faisais de la musique aussi. T'sais. Fait que le fait d'avoir les deux volets, là, ça me permettait d'être respecté beaucoup dans l'école. Et puis, ce qui fait que pour moi, l'école, c'était un vrai bonheur parce que, avec les collègues et la vie qu'il y avait à l'école, je pense dans les années 80-90, c'était une ruche ici incroyable à tous les domaines, les échanges culturels. Moi, j'ai été ici une quinzaine d'années comme enseignant, puis je vous admirais beaucoup, parce que moi je n'ai pas cette fibre-là, je n'ai pas ce talent-là, j'en ai d'autres, puis c'est ça. Je te remercie d'être venu. C'était très, très apprécié. Je pense qu'on t'a pu faire quelque chose de beau. On veut présenter à nos Mascoutins et aux gens de la région. Là. Merci encore au nom des élèves. Ça me fait plaisir. Et bonjour André. Bonjour. Toi, tu étais là au tout début Oui. et toi, tu as passé 30 années ici. Fait que les 30 premières années, comme prof de musique, est-ce que c'était important la musique dans l'école à ce moment-là? Est-ce que c'était bien vu? Est-ce que c'était quelque chose qui était porteur? Oui, puis je me souviens, moi, 2 ans avant, j'étais ailleurs, mais il était à la recherche de professeurs de musique parce qu'il en manquait, puis il en voulait absolument. Il voulait vraiment, les commissions scolaires voulaient vraiment que ça marche, la musique dans les écoles, ici, dans la commission scolaire. Alors, ça n'a pas été un problème pour avoir des gens, donc j'ai appliqué, puis... ça a marché, puis c'est important. OK. Puis quand tu as commencé, vous étiez quelques professeurs? Oui, on était 3. Il y avait M. Réal-Jean, Sœur Madeleine Robillard et moi. Souvent, on commençait des élèves ici, c'était secondaire 3, 4, 5, on les commençait, ils avaient déjà souvent fait une année de musique ou 2 à Casavant ou Fadette. Et on continuait leur apprentissage. Jusqu'en 5, s'ils le voulaient. Au tout début, moi, c'était des xylophones. Des xylophones? Puis, Réal-Jean, lui, c'était des instruments avant. Donc, flûte traversière, trompette, clarinette, saxophone. Oui, c'était la division des instruments. Puis plus tard, moi, quand Réal est parti, j'ai pris la relève aux instruments avant. Là. J'ai eu une grosse harmonie. À un moment donné, on est 60 musiciens. Vous participiez à différents concours? Oui, bien c'est ça. Moi, c'était les festivals des harmonies de Sherbrooke, où on allait. C'était ça dans le temps, là. Puis, on partait, tout le groupe au complet, en autobus, avec les instruments en dessous d'autobus, puis dans le porte-bagages, puis on s'en allait là, passer... nous autres, c'était le samedi, on était auditionnés là-bas le samedi. Alors, on s'en allait là-bas, puis on passait la journée là, puis on revenait le soir. Pour tes élèves, c'était la consécration que d'aller jouer à Sherbrooke? Oui, c'était quelque chose d'important, puis ils étaient fiers de ça. Est-ce que vous en profitiez aussi pour jouer aussi devant les élèves de PhD? Oui, moi aux fêtes, par exemple, après la semaine avant Noël, j'avais pratiqué des pièces de Noël avec les élèves. On venait jouer au Carrefour aussi. C'est l'heure du dîner. OK. Puis là, tout le monde se rassemblait là, puis il y avait une belle ambiance, vraiment une belle ambiance. On fait ça plusieurs années. Est-ce que tu penses que le passage à PhD, pour certains élèves, ça a été... c'est sûr qu'il y en a certains qui sont devenus professionnels, connus, professionnels, etc., puis d'autres qui c'est devenu un hobby, que ça... Comment tu vois ça, là, tes années de... Écoute, il y en a quelques-uns qui sont devenus professionnels. Je rencontre des anciens élèves, que ça fait longtemps, par exemple, que j'ai vus et qui me disent « André, je me souviens de ces années-là, écoute, c'était fantastique, tu sais, on s'en allait à tes cours, puis en tout cas, c'est ce qu'ils me disent, tu sais, on était bien dans tes cours, puis on avait beaucoup de plaisir à faire de la musique, tu sais, c'est ça. »
bon, j'étais fier de ça aussi, de ce qu'il faisait, là, puis non, je pense que j'ai eu des belles années, je trouve, moi, puis jusque pas mal à la fin. Puis les profs de musique versus l'équipe école, est-ce que ça allait bien, tout ça? Il y avait une bonne entente, je pense, là, tu sais. Ouais. Parce qu'à un moment donné, on avait à sortir, par exemple, pour aller jouer dans les écoles. Ça voulait dire qu'on y allait sur les heures de classe, souvent. Et il y a des élèves qui devaient quitter leur cours de maths, de français. Alors, à ce moment-là, il fallait que les profs soient compréhensifs, acceptent ça. Mais ça a toujours bien été là-dessus. Il n'y a pas eu de problème. Tu as passé 30 ans ici, oui. Mais tu avais commencé. Est-ce que tu as commencé ici le début de ta carrière? J'avais enseigné 2 ans avant ça à l'Académie Giroir, au centre-ville. Et en 1972, on nous a dit que nous, on déménageait. Ils fermaient l'école comme telle. C'était une école secondaire premier cycle de garçons. Et ils fermaient l'école comme telle pour la convertir en autre chose, si je me souviens bien. Et tous les profs ont déménagé, la plupart, ici. J'avais aucun problème avec ça. On quittait une école pour s'en aller dans une autre. Puis non, je savais que ça serait une grosse école et puis qu'on aurait supposément beaucoup d'organisation dans cette école-là. Alors, non, j'étais content. Tu as commencé juste à fin octobre? Enseigner. Oui, parce que, écoute, c'était pas... On se promenait dans la poussière. Dans la poussière. André, je te remercie beaucoup d'être venu nous... Ça m'a fait un grand plaisir. Bien, bonjour Bruno, ça me fait plaisir de t'accueillir sur notre plateau. Tu sais qu'on est en train de réaliser un reportage, un documentaire sur les 50 ans de PhD. On a eu monsieur André Mercier qui est venu, qui était là en musique dans les 30 premières années. Toi, tu es dans les 20 suivantes. Ouais. On va pouvoir un peu compléter ou fermer la boucle sur le 50e avec toi. Tu arrives ici en 2003. J'arrive ici en 2003, puis j'arrive de l'extérieur. J'arrive avec une quinzaine d'années d'expérience quand même. Puis, c'est changement de carrière, enfin, changement de lieu, changement de vie, crise de quarantaine solide, je l'ai vécu. Puis c'est ça, je suis content d'arriver ici parce que c'est une grande école. Puis je voyais le potentiel de développer. Puis j'étais déjà rendu à mon 3e département que je devais comme remonter, j'allais dire à mon image, ou à l'image de l'école. En tout cas, ça m'intriguait. Puis je voyais la possibilité de faire. Puis comment que j'ai pu un peu mettre mon grain de sel dans ça, c'est que j'arrive d'un milieu musical où que j'ai joué beaucoup, j'ai enseigné beaucoup au même moment que j'enseignais. Puis j'ai dirigé des orchestres. Alors, pour moi, qu'est-ce qui était important, c'est je vais monter en orchestre, ici en parascolaire, au même titre que de monter mes classes de musique. Puis ça fonctionnait déjà depuis le départ. Donc, à partir de 2003, tu commences à bâtir des oui, je commence déjà des orchestres. À bâtir un orchestre. C'est un petit ensemble, à peu près de 25 musiciens. Là, on pouvait dire, OK, petite harmonie. Mais j'ai pu amener en concours. Puis on a performé. On était un concours au Festival des harmonies cette année-là. Ton premier concours remonte à la première année 2003. À la première année, tout de suite au printemps, on se présente... Tu sais que toi, tu arrives ici, puis tu commences à bâtir Puis ton projet, c'est de sortir de Saint-Hyacinthe, d'aller dans des concours, d'aller des... Oui, déjà. Déjà, hein? Déjà. Mon objectif, c'est de faire découvrir aux jeunes la musique ailleurs, tu sais. Premièrement, il faut le vivre dans notre classe. On va découvrir des instruments, puis on va se développer l'instrument. J'étais plutôt, ils sont déjà là, comment qu'on peut progresser. J'avais mon approche qui n'était pas peut-être tout de suite admis par rapport aux élèves. C'était peut-être nouveau, la façon que je faisais mon approche par rapport à la musique. Puis, mais mon but, ça a toujours été, je veux un projet pour aller voir, pour aller se faire évaluer ailleurs, comme qu'est-ce que je suis habitué, c'est d'aller dans des concours provinciaux. Tu as commencé à t'inscrire à l'extérieur des concours provinciaux ou régionaux? Oui, je te dirais plus provincial. Provincial. Ouais, mais pour te préparer ton groupe, est-ce que
offrais des concerts ici dans l'école? Oui, bien, mes concerts, il y avait le concert de Noël au début, puis il y avait le concert de fin d'année, qui avait lieu en fin d'année pour juin. Donc, ça nous laissait le temps de se préparer pour ça, présenter aux parents, donner la chance aux jeunes d'être sur scène. C'était comme ma première intervention pour la première année, mais je voulais quand même, avant ça, les amener en concours. Puis à cette époque-là, c'était le Festival des harmonies Sherbrooke. On était catégorie, sachant les niveaux de compétition. À l'époque d'André Mercier, il nous en a parlé, il y allait lui ici. Oui, il y allait quand même avec son ensemble. Il a continué cette tradition-là. J'ai commencé par ça. Malgré que ça faisait déjà, avec mes ensembles d'autres écoles que j'avais enseignées, ça faisait déjà une quinzaine d'années que je faisais ça. Alors, sachant que mon groupe n'était pas peut-être assez mature pour être en compétition, on était hors concours. Par contre, les juges en hors concours nous ont jugés comme si on était en compétition. Puis on n'a eu que des éloges, on a eu la note d'or, en tout cas. C'est positif, on a fait de quoi vraiment de bien. Donc au provincial, tu te démarques bien, là? Bien, déjà la première année, on pouvait faire ça. Les années qui ont suivi, là, j'ai commencé un ensemble qui s'appelle le Jazz Band, PhD, parce que dans mes cordes, puis je savais qu'avec les jeunes, le jazz, ça colle. Même si c'était nouveau ici, je trouvais que c'était nouveau. Au début des prestations... Quand tu me parles de jazz, moi, je pense tout de suite à saxophone. Est-ce qu'on avait ça ici? Oui, mais on a tous les instruments avant, grosso modo. Là. On les a pas mal. Les saxophones, on les a. Tout ça pour dire que je savais que les jeunes étaient pour accrocher à ça. C'était nouveau. Puis, tu sais, il y a une façon, tu sais, supposons que... j'aime beaucoup enseigner. Hein. Fait que là, je lui disais, OK, deux croches noires en classique, là, puis en rock, ça sera une ta, on n'invente rien. Mais si c'est écrit deux croches noires en jazz, mais là, il faut faire do better that. Si on est en swing, tu sais, c'est du latin, là, c'est autre chose. Avec les années, on a pu faire même de musique cubaine, latino. Ça, c'est un autre domaine, mais juste le swing. Fait que les premiers cours que je donne en swing, les jeunes me regardant vont dire, il va-tu bien? Ah ouais. Moi, j'étais heureux de commencer à enseigner, puis là, ils s'essayaient. Moi, je vois la passion qui se dégage de toi. Est-ce qu'eux autres, ils vivaient bien avec ça, la passion? Écoute, là, tout de suite... Qui sortait de Bruno, là? Ah oui. On remportait l'or. En 2009, en remportant l'or, là, mon rêve, c'était que, OK, là, on fait du jazz, yes, mais mon rêve, c'était qu'on parte en voyage. Je suis prêt à faire des concours, c'est ma tasse de thé. J'étais un peu saturé des concours, je commençais à voir vraiment comment ça fonctionne. Puis je voulais vivre autre chose, je voulais me mettre un autre défi à ça qui ferait vivre premièrement une expérience incroyable aux jeunes. Mais là, ça a été en 2009, ça a commencé là vraiment où que... Bien, on a eu une invitation à aller jouer à Music Fest Canada, mais c'était à Vancouver cette année-là. Alors, j'ai approché la direction. À l'époque, Alain Foran, j'étais au Alain Foran, ouais, s'il y avait de l'argent dans sa caisse, quelque chose. Il faut prendre l'avion, il faut y aller. On est invité. C'est dans 2 semaines. On a fait un concert... bénéfique à Juliette Lassonde. Cette même année-là, en tout cas, on remporte l'or au Québec, on s'en va à Vancouver, on remporte l'argent, on revient, on fait un disque, on est invité au Festival de jazz de Montréal, on fait une partie de la Place des Arts en plus. On est invité parmi les 6 ensembles au Québec, dont nous, qui clôturent le spectacle à Place des Arts. C'est toujours avec des jeunes de 16 ans. Là, oui, c'est tous des jeunes de secondaire 3, 4, 5. J'en ai plusieurs qui sont finissants. Fait que je sais que cette année-là, c'est un band que je l'ai vu sur 2 ans, je l'ai grimpé sur 2 ans. Puis ensuite de ça, le volet musique est apparu. J'ai créé le volet musique que j'ai appelé le volet jazz pop, où les secondaires 1 et 2 est apparu. J'ai dit, on va commencer en secondaire 1. Je vais commencer les premiers mois, lorsqu'ils vont découvrir le nouvel instrument à jouer, qu'eux vont choisir. Les 3 premières semaines, je leur fais jouer tous les instruments. J'essaie, fais juste un son. Juste voir qu'est-ce que t'aimes, comme vibration ou comme feeling. Ou je veux même pas que ça soit beau. C'est pas ça. Je veux que tu aies un feeling, quelque chose. Puis là, le jeune découvre vraiment son instrument. Puis je vous dis, là,
Ma recette, elle fonctionne parce que, mais c'est beaucoup l'expérience. Parce que plus que 90, je dirais 95 des jeunes gardent son même instrument durant les 5 ans que je le suis avec ça. Puis depuis quelques années, je fais ça à chaque fois qu'on a une visite d'un personnel dans la classe. Puis là, j'étais avec une de mes classes de volley. Je disais, il faut toujours se préparer une pièce parce que s'il y a un intervenant qui vient chercher un élève, comportement ou suivi, ou une direction qui vient, en tout cas, peu importe, je disais, on est obligé de lui jouer une pièce. On va lui demander d'attendre. On va te jouer une pièce. Tu peux repartir avec le jeune après. Aucun problème. Puis souvent, le personnel dit « Pato, je ne savais pas qu'il était bon comme ça, qu'il pouvait. Ils sont donc bien concentrés. » Tu permettais aux jeunes de se démarquer. Oui, bien l'idée, c'est de jouer pour grand. À la sanction éventuelle. Oui, parce que je lui disais à Noël, apporte ton instrument à la maison, joue quelque chose pour grand-papa, grand-maman, pour les parents, quelque chose. Un petit air facile. Je dis, je te jure, toi, ça te met tu vas te dire, ça va te mettre en danger. Tu joues tout seul, là. Mais ils vont dire, ah, je savais pas que tu jouais ça. Ah, c'est beau. Mais là, après ça, là, tu t'es invité à aller à Nouvelle-Orléans. Oui, mais qu'est-ce que... Et pour toi, Nouvelle-Orléans, c'est la Mecque. C'est de là que ça part, le jazz. Écoute, moi, je me suis dit, dans ma carrière, je savais pas quand, mais dans ma carrière, je veux aller à Nouvelle-Orléans, puis on va suivre la ligne. On va aller à Nouvelle-Orléans, on va aller à Chicago. Là, je rencontre des parents pour la Nouvelle-Orléans, puis on développe l'idée de partir à Winnebago. Pour une simple et bonne raison, ça coûte trop cher l'hôtel, ça coûte trop cher l'autobus, tout coûte trop cher. Alors, il y a un parent qui dit « Écoute, moi, j'ai un Winnebago. » Non, j'en ai 2, ma femme en a un aussi. Un autre parent, il dit « Oh, moi aussi, j'en ai un. » Bien, fait que là, on se part. Là, je vais voir la direction. Et à l'époque, c'était Nancy. Je dis, Nancy, il veut une idée. Elle dit, Bruno, tes yeux auront pas mal. Qu'est-ce que tu vas me demander encore? Parce que je suis très demandant. Parce que je veux que la musique marche pour les gens. Puis les projets, j'en ai en tête, mais il faut les réaliser. C'est tout coûte de quoi. Il faut avoir l'autorisation. Fait que là, je propose, il faudrait partir. On partirait à Winnebago avec des parents qui conduisent. Puis on aurait le cuisinier, on aurait le mécanicien, on aurait les conducteurs. On part, il faut partir longtemps. C'est à Nouvelle-Orléans, une semaine monter, une semaine revenir. Puis dans ça, on est en concours. Fait que, elle dit, OK, j'en parle à la commission scolaire, on verra. Moi, j'étais à peu près ça, je dis, hey boy, j'aimerais-tu que ça marche, mais pas sûr, ça s'est jamais fait. Hein? Mais écoute, Nancy me dit, il accepte la commission scolaire. Là, on monte comment monter un dossier, qu'est-ce qu'il faut faire, respecter la sécurité sur la route, sur les jeunes, surtout. Puis votre performance a été? Était extraordinaire. On a rapporté l'or. Ah oui? On a rapporté l'or. On a rapporté, il y a 3 de mes interprètes, 2 chanteurs, puis un musicien a rapporté interprète au mérite des groupes. Puis on est évalué par rapport aux autres. Là, on n'est pas évalué sur nous autres seuls, mais par rapport aux gens des États-Unis qui arrivent de tous les milieux des États-Unis. Ils arrivent avec les autobus, avec le logo d'école sur l'autobus. Nous autres, on est arrivés avec nos Winnebago. On avait l'air du monde qui s'en allait camper, là. Ouais, on faire un concours. On venait d'une région agricole. Exact. Puis, en plus, écoute, là, ça n'arrêtait pas les honneurs. Puis, à la fin, il y avait un dernier trophée. Puis, je me suis mis à rêvasser. Puis, c'était le Mardi Gras à ce moment-là. Puis, on était dans une grande salle de manège. Puis, en tout cas, c'était hors norme, là, au stade, tout ça. Il y avait un dernier trophée où c'était le Spirits of New Orleans qui était donné au dernier groupe nominé, tu sais. Puis là, je rêvais dans ma tête, genre, on a tout gagné, on est correct, je suis tellement content. Là, ils ont dit, ils vont nommer une école, c'est sûr. Ils ont dit, polyvalent qui a 5 dômes. Écoute, là, la table de parents puis mes musiciens ont dit, Bruno, lève-toi puis va chercher le trophée. Écoute, je me lève, je n'étais même pas capable de mettre un pied en avant de l'autre, j'étais gelé raide. Je regarde le monde dans le stade, puis je dis, voyons donc, ça criait. Va chercher ce trophée-là, qu'est-ce que là? Je me dit, ça, c'est... C'est un bel exemple. Est-ce que ça t'a donné
des prix individuels? À la suite de ça, oui. Oui, oui. Ben oui, tu sais, je veux dire, quand on est revenu Au niveau des commissions scolaires, ils oui, ont c'est ça. honoré, Oui, oui, exactement. Écoute, quand je suis revenu, après, bien, l'année d'après, Nancy, de la commission scolaire m'informe que la commission scolaire m'a choisi comme méritant, qui a donné ma candidature auprès de la Montérégie, qui englobe les 6 commissions scolaires comme concours personnel. En fin de compte, j'ai eu cette médaille-là d'honneur. Puis j'étais extrêmement touché. Par rapport, je pensais que c'était par rapport au concours. J'avais gagné le don à Nouvelle-Orléans, puis ailleurs aussi. Mais c'était plutôt qu'est-ce qu'il m'expliquait, le directeur de la commission scolaire, pendant l'hommage. Il m'expliquait que c'est... qu'est-ce qu'on avait reporté? Je trouve ça touchant un peu parce que c'est tout le temps ça qui m'habite. C'est ma facilité ou... je vais dire une facilité parce que pour moi, c'est clair. D'aller chercher le jeune qui a besoin d'aide, puis dire, quand tu as ce talent-là, bien plus que tu le penses, moi je le vois, tu as tel avenir même. Puis d'aller chercher, puis de le sortir de là, puis que ce jeune-là commence à se développer, puis à se croire, puis je vous jure, à chaque fois que je vois les jeunes se développer, ou mes concerts de fin d'année, que je dis, wow, ça sonne, c'est écœurant, puis le bonheur qu'ils ont, la fierté, je me dis, ça, là, ça, c'est ma paix. Tu nous démontres réellement ce qu'est un vrai éducateur. Tu le fais pour la bonne raison. Puis d'autant plus, là, tout en faisant rayonner le nom et le produit, et les élèves et la musique de PhD un peu partout dans le monde. Puis je suis très, très fier de toi. Puis je te remercie d'avoir participé à notre émission. Vraiment touché. Merci beaucoup. La Polyvalente est une école d'accueil, principalement pour les nouvelles communautés arrivant à Saint-Hyacinthe. Et pour nous en parler, allons rencontrer quelqu'un qui s'en occupe activement, M. Kevin Cournoyer. Qu'est-ce qui est arrivé que tu es devenu un employé de la PhD? Bien, c'est une histoire intéressante parce qu'à la base, écoute, en terminant l'école, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire réellement. J'avais mon professeur d'éducation physique 532, Claude Trudel, qui me disait que je devais donc devenir enseignant d'éducation physique, chose que je n'ai pas écoutée. Donc, mon parcours a été un peu parsemé d'obstacles, mais finalement, dans mes études d'éducation spécialisée, il y a eu une opportunité qui s'est offerte à moi où on me disait que je pouvais venir en stage ici en prévention en toxicomanie avec Richard Gingras, l'excellent Richard Gingras, que j'ai apprécié beaucoup connaître et travailler avec, qui a été un excellent mentor pour moi. Et Richard, dans l'année que j'étais stagiaire, me disait « Kevin, tu parles espagnol, tu parles anglais, tu as l'expérience de l'immigration, bien que mon espagnol n'était pas parfait non plus à l'époque, ni mon anglais. » Mais il faut rappeler aux gens que ta mère est d'origine colombienne. En fait, ma mère est colombienne, en effet, oui, c'est vrai. J'ai grandi dans la culture immigrante à Saint-Hyacinthe. Richard m'avait dit « Kevin, il n'y a pas de technicien en éducation spécialisé pour les gens de l'intégration linguistique scolaire sociale. » Là, j'avais fait comme « Ah! » Bien, ça pourrait être une avenue, mais c'était beaucoup d'inconnus pour moi de par la langue, puis de par le fait que je ne côtoyais pas nécessairement des immigrants au quotidien. Alors, j'ai appris à connaître l'enseignante de franciation à l'époque, qui était Mélissa Laplante-Massé, excellente enseignante qui a duré beaucoup d'années avec nous ici.
Et j'ai décidé de faire mon deuxième stage ici à la Polyvalente Hyacinthe-Delorme. J'ai dû présenter ce projet-là parce que normalement, on n'offre pas 2 stages dans la même école lorsqu'on est en technique d'éducation spécialisée. Ça a été accepté parce que mes enseignants ils voyaient un potentiel de future carrière. Alors, à la suite de ce stage-là que j'ai adoré, à cette époque-là, je travaillais avec Nicole Kervin qui me donnait ma chance ici. Elle a décidé de travailler fort pour moi pour me réengager finalement ici jusqu'à temps qu'on crée un poste comme technicien en éducation spécialisée pour l'intégration des nouveaux arrivants. Et je suis ici depuis 2010. C'est le fruit du hasard, mais écoute, pour moi, travailler pour mon ancienne école secondaire, c'était me sentir chez moi. Donc, je pense que pour accueillir pour l'accueil, c'est très gagnant. Tu travailles avec beaucoup les gens de l'immigration, tout ça. Toi, est-ce que c'est spécial? Ta maman étant colombienne, tout ça, mais tu ne fais pas issu de l'immigration du tout. Tu es un jeune Cournoyer, mascoutin, etc. Donc, ta vie, toi, ça se passait ici, sauf que tu entendais parler en espagnol chez vous. Tu as appris l'espagnol un petit peu, mais là, tu l'as sûrement amélioré encore avec le temps. Comment tu as vécu ça ici? À Saint-Hyacinthe, puis partout au Québec, au Canada, il est arrivé de l'immigration, de partout, que ce soit d'Afrique du Maghreb, que ce soit des pays latinos, beaucoup des Colombiens, des Mexicains, etc. Comment tu vis ça ici? Puis quelle est ta responsabilité dans tout ça? Bien, en fait, tu sais, quand j'étais ici, André, je t'avoue que je l'ai reconnu à plusieurs reprises. Là, quand j'étais jeune, je m'identifiais à la Colombie que par le joueur soccer Valderrama et les empanadas qui étaient si délicieuses. C'est une demi-lune de farine avec de la viande. Mais ici, à l'école polyvalente, à mon époque, on n'avait pas tant de jeunes issus de l'immigration. Il y avait quelques familles, il y avait des étudiants étrangers qui venaient faire des échanges ici. Et en 5e secondaire, je me rappelle avoir connu mon premier ami africain, Philippe Angogoma, un Gabonais, qui avait intégré la classe d'éducation physique avec nous à l'époque, avec qui je suis resté très ami. Et par la suite, comme jeune adulte, c'est certain que pour moi, là, la différence n'a jamais été un problème puisque je vivais dans la différence depuis ma jeunesse, mais je ne me rappelle pas avoir vécu de situation par rapport à ça, par contre. Maintenant, lorsque je suis arrivé à la Polyvalente, je sais que l'intégration à Saint-Hyacinthe, l'immigration, il y en a toujours eu. Il y a eu des Kosovars, si je ne me trompe pas, et tout. Ouais. Mais dans les années 2000, début des années 2000, il y a eu une augmentation là, des familles qui arrivaient des pays latins où ça brassait un peu plus. Et quand je suis arrivé, moi, ici, en 2009, comme étudiant de technique de cégep, exactement, de cégep. Là, j'ai vu à quel point là, l'identité multiculturelle était grandissante ici à la Polyvalente et à Saint-Hyacinthe. Quand j'ai commencé en 2010 comme éducateur officiellement de l'intégration, on recensait à Saint-Hyacinthe plus de 78 nationalités différentes. Aujourd'hui, je pense qu'on en a une vingtaine de plus, donc on est pas loin de 100 nationalités différentes. Mais l'identité à la PHD est devenue très, très multiculturelle, comme je te dis. Il fallait construire cette ouverture-là, puisqu'on s'est toujours dit une école ouverte sur le monde, en accueillant le plus possible les gens. Je pense qu'on est en train de réussir ce défi-là avec brio. Est-ce que dans la commission scolaire, les jeunes issus de l'immigration, on les envoie systématiquement à PHD? En fait, actuellement, la structure est, on a des classes azimut au primaire. Il y a une structure au primaire où on implante dans certaines écoles des classes de francisation, une bataille qui est menée par mes collègues du primaire, justement, enseignants. Actuellement, le service de francisation, d'intégration linguistique, scolaire et sociale se donne seulement qu'à la Polyvalente Hyacinthe-Delorme. Évidemment, est-ce que c'est appelé à changer et à se poursuivre dans d'autres écoles? Possiblement avec la clientèle grandissante, point. Là, pas juste au niveau des immigrants, mais au niveau des jeunes à Saint-Hyacinthe, c'est fort possible. Puis, est-ce que tu vois dans l'avenir, parmi les jeunes qui sont passés issus de l'immigration, est-ce que tu en vois qui pourraient faire ce que tu fais, qui pourraient venir se joindre à toi? Puis... Écoute, c'est très intéressant ce que tu me dis là, André, parce qu'en fait, un de mes premiers élèves que j'ai eu en 2010, qui s'appelle Ali Nazar, est présentement mon collègue, mais à la Maison de la Famille. C'est lui l'intervenant communautaire, scolaire, social de la Maison de la Famille. Donc, il est le pont entre l'organisme, la Maison de la Famille et l'école.
Donc, c'est un de mes anciens élèves qui travaille avec moi. Mais est-ce qu'un jour, un de mes anciens élèves prendra peut-être ma place? Fort possible. Mais sans prendre ta place. Non, mais ou travailler avec moi, oui, puis tout à fait. travailler avec toi. Oui, c'est vrai. Dans ce que tu dis, c'est que les gens qui arrivent de d'autres pays amènent leur richesse, amènent leur expérience de vie, puis pour nous, bien, ça facilite grandement l'intégration. Puis est-ce que tu penses continuer longtemps dans ce chemin-là? Bien, jusqu'à présent, je me vois ici encore plusieurs années parce que je jumelle aussi ma passion pour le soccer en étant entraîneur de futsal. Donc, Là, tu vas... Tu es entraîneur de futsal. Je suis aussi entraîneur de futsal, donc c'est un bon outil de passage d'intégration pour mes élèves qui arrivent de d'autres pays, justement, parce que le soccer est un sport qui est pratiqué dans beaucoup de pays du monde. Qu'est-ce qui arrive dans le futur? Est-ce qu'il y a des projets dans le futur au niveau de l'intégration? Est-ce que vous avez des nouvelles méthodes? Est-ce que vous parlez aux autres écoles? Est-ce qu'il y a des programmes provinciaux, nationaux, etc.? En fait, cette partie-là, c'est plus mes collègues enseignantes qui la gèrent. Moi, je gère vraiment tout ce qui est la partie accueil. Mais c'est certain, André, qu'à chaque année, on se remet en question sur nos méthodes, sur notre façon d'intégrer les jeunes, la clientèle qui change, les technologies qui changent. On est toujours en constante auto-évaluation pour être certain qu'on est capable d'offrir le meilleur service. Vous asseyez jamais sur vos... Jamais. Vous êtes toujours en quête de... Il peut y avoir mieux. L'intégration, c'est une escalier qui se construit à chaque année.